à réunir tout le monde. Et puis faites très attention, reculez pas parce que derrière vous avez... vous avez un siège éjectable, ça serait pas bon pour vous. Alors, on a déjà eu une très bonne introduction ce matin avec cette notion du thermalisme, avec une notion patrimoniale, vous avez vu, un ancrage dans l'Antiquité, et puis ces nouvelles techniques avec ces nouvelles applications qui sont développées par la région Nouvelle-Aquitaine et le cluster aquilotherme. Et donc, dans ce contexte de nouveautés, on va dire, après, comme l'a dit M. le maire, une période de pandémie qu'on a vécue avec beaucoup de difficultés, on se posait la question à quel enjeu doit répondre le thermalisme d'aujourd'hui et de demain. Alors des enjeux de gestion énergétique, d'économie de la ressource, bien entendu, de sécurité sanitaire, de recrutement du personnel, des changements de génération de la clientèle, d'élargissement de la cible client, des nouvelles habitudes digitales, on vient d'en parler, des nouvelles propositions de soins certainement. Alors autant de sujets qui vont faire que le thermalisme de demain va se transformer, va régénérer à partir d'enjeux qu'on va définir. Alors tout d'abord, je voudrais peut-être passer la parole à Jean-Yves Goudbel, coordinateur interministériel du plan thermal. Ça me donne l'occasion de vous interroger, Monsieur Goudbel, sur votre vision du thermalisme, puisque vous avez été l'auteur de ce rapport remis au président Macron, et ça va prochainement déboucher, je pense, sur la rédaction d'un plan de développement du thermalisme. Alors, c'est de vous donner la parole pour nous dire à quoi va servir le thermalisme de demain, quels sont les enjeux de société auxquels il va devoir répondre, et quels actes de développement on va pouvoir envisager pour ce thermalisme. Très bien, merci. Bonjour à toutes et à tous. Alors, deux mots, effectivement, sur le thermalisme, pour parler des enjeux et des défis à relever. Le thermalisme français, c'est 20% du potentiel thermal européen, ce qui est considérable, mais ça veut dire aussi qu'il y a encore une marge de progrès pour pouvoir exploiter cette ressource. Le thermalisme français, deuxième caractéristique, deuxième remarque que je voudrais faire en introduction, c'est un thermalisme qui est fortement marqué par la présence, le concours de l'assurance maladie. C'est très important parce que, à la fois, ça assure une patientèle, si je puis dire, c'est aussi des normes, avec la cure de 3 semaines, 18 jours, bref, c'est pas négligeable. Pour autant, ça représente 0,2% des dépenses de santé de la sécurité sociale. Troisième caractéristique que l'on peut dire, c'est que on a sans doute un modèle thermal spécifique à la France, parce qu'il est marqué, comme je disais à l'instant, par l'assurance maladie, mais en même temps, cette spécificité du modèle thermal fait que, quand on regarde les stations thermales, les 80 et quelques stations thermales, on a des modèles qui sont différents. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque on va prendre des mesures, des appuis à des projets, eh bien, ce n'est pas quelque chose qui est général. Il faut regarder les situations particulières. Or, nous sommes, vous le savez, dans un pays où il y a une culture de l'uniformité. Et je crois justement qu'il faut bien prendre en compte ces spécificités des différentes stations thermales, pas seulement à travers ce qu'elles soignent, mais aussi à travers ce qu'elles représentent, leur organisation, leur contexte. C'est l'occasion d'ailleurs de rappeler que 71% des stations thermales françaises sont dans des communes de moins de 5000 habitants. C'est dire l'impact territorial que ça peut avoir. Et puis, alors, là, c'est plutôt dans la plaine, mais beaucoup de stations thermales en France sont aussi dans les massifs montagneux, Pyrénées, Massif central, les Vosges, les Alpes, le Jura, etc. Et tout ça, ce sont des choses à prendre éventuellement en considération. Alors aujourd'hui, un des problèmes qui a pu se poser d'ailleurs ponctuellement l'année dernière, mais qui est un problème à la fois récurrent, qui est aussi un problème de fond. Quand je dis qu'il s'est posé l'année dernière, c'est parce qu'il y a eu un amendement diabolique au projet de loi un projet d'amendement au projet de loi de finances de la sécurité sociale. C'est toute la question du service médical rendu.
Vous savez à quelle sauce a été mangée l'homéopathie. Et évidemment, la crainte, c'est souvent, même si ça représente que 0,2% des dépenses de sécurité sociale, la crainte, c'est évidemment qu'un jour ou l'autre, on arrive à des remboursements. Et pour cela, il faut précisément se prémunir. Alors je crois qu'aujourd'hui, l'analyse que j'en fais, mais c'est en partenariat avec les professionnels du thermalisme, hein. L'avantage, une parenthèse, je voudrais ouvrir, mais qui est importante, en France, c'est que nous avons une profession au sens large qui est organisée, qui est représentée d'ailleurs à cette tribune, Fédération thermale climatique, le CNET, le président est également ici, l'association des maires des communes thermales, et pour l'État, c'est, je dirais, une facilité parce que nous avons des interlocuteurs qui sont un peu uniques en quelque sorte, c'est-à-dire que nous n'avons pas différents interlocuteurs, mais on peut parler, on peut du moins se faire entendre par assez facilement et dialoguer. C'est surtout ça qui est important parce que entendre, c'est aussi écouter et dialoguer facilement. Je voudrais remercier tous ces professionnels du thermalisme au sens large. Ça va des responsables d'établissements thermaux jusqu'aux élus locaux, les remercier pour le travail que nous avons ensemble. Et puis, je représente le président à côté de moi, nous avons un groupe d'études parlementaires à l'Assemblée nationale, que tu présides, et qui mène une réflexion permanente sur le thermalisme, et nous avons l'occasion de travailler ensemble. Alors aujourd'hui, je dirais qu'il y a deux grands enjeux importants pour le thermalisme en France. Si on veut que le thermalisme se développe, le premier enjeu, c'est d'apporter du crédit à la recherche thermale. Et pour cela, dans les préconisations que j'avais faites dans le rapport, et que j'ai eu l'occasion de refaire dans une réunion interministérielle au mois de juillet, on va aller vers la création d'un groupement d'intérêt public. C'est en tout cas le souhait que nous avons au niveau de l'État, mais qui est partagé, je le sais, avec les professionnels, justement pour crédibiliser le plus possible la recherche dans le domaine thermal. Alors ça ne va pas se faire d'un coup de baguette magique du jour au lendemain. Actuellement, il y a un groupe de travail qui est constitué au ministère de la Santé, au travail auquel participent les professionnels. Mais c'est très important d'apporter cette démonstration du service médical rendu, parce qu'on est toujours attendu un peu, pardonnez-moi l'expression, au coin du bois sur cette affaire-là. Et il y a un travail, oui, je n'avais pas fait de jeu de mots, mais il y a un travail important à faire qui doit être véritablement partagé. Il y a des travaux qui ont été faits par la FRET, qui doivent être pris en considération, évidemment, mais on doit faire évoluer ce dispositif vers quelque chose de plus structurel, plus opérationnel, avec la participation d'universitaires. Il y a à peu près 5 universités en France qui travaillent sur le thermalisme à des degrés divers. Et puis, ce groupement d'intérêt public, c'est aussi l'occasion de réfléchir à travers la recherche aussi à toute la question de la médecine thermale. La médecine thermale enseignée dans les facultés, mais la médecine thermale, qui n'est pas une spécialité, qui est aussi mise en pratique par des médecins qui ont la qualification, le label de médecin thermo. Deuxième enjeu important, c'est la diversification. Premier enjeu, c'est de dire, apportons véritablement tous les éléments pour démontrer le service médical rendu, pour se parer contre un risque qui pourrait y avoir. Deuxième élément, diversifier. Diversifier, ça veut dire quoi? Premièrement, ça ne veut pas dire renier le cœur de métier du thermalisme, qui est sanitaire. C'est une question de santé. Mais ça veut dire essayer de trouver de nouvelles clientèles. Et je sais qu'aujourd'hui, ça existe à des degrés divers, en fonction des stations, des opérateurs, etc., vers la prévention, c'est encore un sujet de santé, vers la remise en forme, le bien-être, le sport, je crois que c'est le sujet qui nous réunit une partie de cette journée. Donc il y a toute une série de voies de diversification. Et si on prend les chiffres
de 2001 et 2002 au niveau du thermalisme en France. En 2021, pardon, 2021, je ne veux pas vieillir, c'est ça. Eh bien, nous avons 30% à peu près du chiffre d'affaires qui vient du bien-être, ce qu'on peut appeler bien-être, ce que j'ai indiqué tout à l'heure. Et maintenant, on passe à beaucoup plus, puisqu'il y a eu une progression. On est passé de 10 à 15% à la part bien-être. 10 à 15% en l'espace d'un an, ce qui n'est pas négligeable. Et le chiffre global d'affaires du thermalisme, c'est 405 millions. Là-dessus, on a, en 2021, 72% qui correspond à l'activité thermale stricto sensu. Et en 2022, c'est seulement 68,7%. Ce qui veut dire qu'il y a un relais qui est pris par la diversification du thermalisme. Donc cette diversification, c'est un enjeu important qui peut garantir le développement du thermalisme, parce que la caractéristique que j'évoquais tout à l'heure, avec une forte présence de l'assurance maladie, c'est une force, mais ça peut être aussi une faiblesse. Il faut donc pouvoir à la fois utiliser cette force, mais aussi se parer contre les faiblesses. Donc voilà, si vous voulez, ce que je voulais dire pour ne pas être trop long. Dans les travaux qui sont actuellement regardés par les différents ministères concernés, tout ça va devoir se traduire par un plan de développement du thermalisme en France, avec un accompagnement de l'État, qui viendra s'ajouter à l'accompagnement des collectivités locales, et je sais que les régions, et c'est le cas ici, sont très actives en matière d'accompagnement du thermalisme, il faut le souligner. Le thermalisme est une activité importante pour une région comme la vôtre, c'est vrai aussi dans des régions voisines, et toutes les régions apportent leur contribution au thermalisme, et l'État l'apportera. Avec, à la fois, il y a des moyens financiers à imaginer, mais il y a aussi toute l'ingénierie que l'on peut apporter avec l'Agence nationale pour la cohésion des territoires. Moi, j'ai mon bureau d'ailleurs qui est situé au sein de cette maison, et la capacité de mobiliser cette ingénierie. Et je vais commencer bientôt une tournée des stations thermales, en commençant par celles qui rencontrent quelques difficultés. Voilà les quelques mots que je voulais dire dans cette réunion. Merci M. Goudvel pour cette introduction. Merci d'avoir un peu planté le décor, parce que ces deux enjeux, c'était un peu l'objectif de cette journée. On fait un anniversaire, mais quels sont les enjeux pour demain? Le premier, oui, vous l'avez bien cité, service médical rendu, donc ça c'est l'ancrage, c'est les bases. Et puis le deuxième, voilà, la nécessité de se diversifier, d'aller de l'avant, de bouger et de faire des choses. Alors, je vais passer la parole à Vincent Bru, donc député des Pyrénées-Atlantiques, président du groupe d'études thermalistes à l'Assemblée nationale. Alors Vincent, on s'est découvert, depuis peu, j'ai découvert qu'il avait une amorce du thermalisme, la même que la mienne, c'est qu'on a fait tous les deux étant enfants, nos premiers pas de curistes à la Bourboule. Voilà. Donc, vous aussi, vous voyez comme on est plus d'un d'avoir été quand même... alors, on a baigné dans le thermalisme tout petit, et puis après, bon, alors Vincent a fait des choses que je n'ai pas faites, il a quand même été 22 ans maire de Cambrouis-les-Bains, donc une commune thermale, donc ça ancre vraiment dans le métier. Alors, je voulais lui dire, comment envisagez-vous les défis qui sont relevés par le thermalisme et qu'on a cités en préambule, quoi, comment on va faire, voilà. Alors, merci d'abord de m'avoir invité. Je remercie monsieur le maire des propos qu'il a tenus tout à l'heure. J'étais d'ailleurs très, très intéressé de savoir qu'on fête les 40 ans, mais on pourrait fêter les 2000 ans de thermalisme à Saint-Paul-les-Dax. C'était extraordinaire. Et il a un nom qui est quasiment latin, Basius, c'est quasiment un nom latin. Donc il était prédestiné pour être maire de cette commune qui, depuis longtemps, connaît le thermalisme. Alors, je voudrais juste peut-être présenter ce groupe d'études, parce qu'il n'est pas peut-être connu de la plupart des personnes qui sont ici présentes.
Vous savez qu'au sein de l'Assemblée nationale, nous avons des groupes d'amitié qui nous permettent d'avoir des liens avec des États étrangers du monde entier. Et nous avons des groupes d'études sur des thématiques. Et les députés proposent, et les groupes parlementaires proposent de très nombreux groupes d'études. Et puis ensuite, c'est le bureau de l'Assemblée qui choisit les thématiques. On a eu peur cette fois-ci que le thermalisme passe à la trappe. Et que l'on regroupe tout autour du tourisme, thermalisme, etc. Fort heureusement, ce groupe s'est maintenu. On a écrit à la Première ministre et il a été maintenu. Je le dis parce qu'au Sénat, malheureusement, il n'y a pas de groupe d'études thermalisme. C'est bien dommage. Alors nous sommes une quarantaine de députés de tous bords politiques. C'est ça qui est intéressant. C'est un groupe transpartisan. Et nous avons pour fonction, alors ça a été mis en place de manière très tardive, malheureusement, au mois de janvier dernier. Et nous avons donc pour objectif, eh bien, justement, de défendre le thermalisme, ce thermalisme à la française, qui est important, et qui est essentiellement un thermalisme médical, même si, bien entendu, il doit être complété par un thermalisme de bien-être, de confort, qui est une activité complémentaire. Mais nous défendons le thermalisme médical, les cures thermales médicales, bien évidemment. Alors pour cela, nous faisons des pressions auprès des pouvoirs publics. Monsieur Goodbel a dit tout à l'heure, Jean-Yves Goodbel a parlé d'interlocuteurs. Ils sont nombreux. Il y a beaucoup de ministères, malheureusement, qui sont intéressés par le thermalisme. Il y a la santé, bien évidemment. Il y a l'aménagement du territoire. Il y a le tourisme. Et il y en a bien d'autres. L'enseignement également, la recherche, qui s'intéresse également à ces questions. Et c'est la raison pour laquelle il faut évidemment faire pression sur les pouvoirs publics. Et le but, c'est de défendre donc l'activité thermale, d'essayer de la promouvoir, de la diffuser, de la développer, mais c'est aussi accompagner les différents acteurs. C'est la raison pour laquelle nous avons prévu de recevoir les personnes qui sont autour de moi à cette table pour qu'ils viennent présenter leurs propositions et qu'ils nous fassent part de leur inquiétude sur l'avenir du thermalisme. Défendre le thermalisme à la française, comme l'a très bien dit Jean-Yves Goldberg, c'est aussi défendre la ruralité, défendre nos territoires. 70%, un peu plus de 70% en effet, des stations thermales, des communes thermales, sont dans des communes de moins de 5000 habitants. On imagine l'importance économique de ces territoires grâce au thermalisme. Pour donner un exemple, moi j'étais maire à l'époque d'une commune donc de Campo-les-Bains, et en 2014, eh bien, il y a eu une inondation très importante de cette commune, de sorte que le 4 juillet 2014, toute l'activité thermale à Cambo s'est arrêtée jusqu'au mois de février suivant. Je peux vous dire que les impacts ont été considérables, non seulement évidemment pour l'établissement thermal, mais pour les commerces, pour les hôteliers, pour les restaurateurs, et pour la ville qui était en quelque sorte une ville morte. Ça a été vraiment extrêmement douloureux. On voit bien combien ça génère une activité essentielle, et donc nous y sommes évidemment très très attachés. Alors, quels sont les enjeux? Bon, il y a pour nous, évidemment, qui sommes législateurs et qui votons les budgets, il y a souvent des enjeux à court terme. Et en ce moment, vous le savez, il y a le projet de loi de finances pour l'année 2024, mais il y a surtout le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Et nous sommes évidemment toujours sur le pont pour regarder s'il n'y a pas des problèmes qui vont surgir. Tout à l'heure, Jean-Yves Goodbel a évoqué le fameux amendement Meignet de l'an dernier qui nous a mis en émoi tous. Et nous sommes tous intervenus, on s'appelait toute la semaine, le samedi, le dimanche, pour essayer de contrecarrer cet amendement Meignet sur lequel on peut revenir si vous voulez. Mais c'était une crainte que nous avions, que si cet amendement venait, eh bien, des activités thermales seraient en très très grande difficulté. Donc cette veille juridique, cette veille financière, nous devons la faire, nous devons essayer d'anticiper les coûts et de réagir en temps voulu. Cette année,
Thierry Dubois nous a sollicité sur le problème des rémunérations, de l'augmentation des grilles de salaire, ce qui est bien normal, mais qui a des conséquences très importantes pour les établissements thermaux. Il ne faut pas oublier que ces établissements thermaux ont connu une fermeture obligatoire pendant le Covid, ont connu l'augmentation des prix de l'énergie, ont connu l'impact de l'inflation. Ce sont des établissements qui, pour certains, sont en difficulté et parfois même en grand danger. Et puis l'autre fonction de notre groupe, c'est en effet de préparer l'avenir. De préparer l'avenir et de préparer le développement du thermalisme. Et là, effectivement, il y a beaucoup de choses à dire, mais ça a été dit un petit peu par Jean-Yves Goulbel. Il y a d'abord, à mon sens, effectivement, tout le côté prévention. Je vous rappelle que le ministre de la Santé s'appelle ministre de la Santé et de la Prévention. Et je crois vraiment que le secteur thermal a sa carte à jouer en matière de prévention. Et cette prévention, il faut évidemment la développer, c'est le thème effectivement de ce jour, par le bien-être, la santé, le sport. Et je crois, pour l'avoir vécu moi-même récemment, par un incident cardiaque, je pense qu'en effet, l'activité sportive est quelque chose qui est essentiel à la santé. Et donc, il y a certainement tout un aspect de prévention. On peut aller beaucoup plus loin en matière de prévention. Et puis, il y a aussi d'autres activités qui sont des activités dites, pour moi, de réparation. Et c'est justement l'expérimentation dont on a parlé ce matin très rapidement, des cures post-cancer du sein. Je crois que c'est extrêmement important de comprendre combien la femme qui a subi des opérations en matière de cancer du sein a besoin de se retrouver, a besoin de se réconcilier en quelque sorte avec elle-même. Et je pense que l'activité thermale est quelque chose d'essentiel. De la même façon, réparation en matière de sevrage des produits et des substances psychotropes, et notamment chez les jeunes. Je crois que là aussi, l'activité thermale a quelque chose à dire, quelque chose à apporter dans cette matière. Il y a un autre point sur lequel on pourrait peut-être aussi réfléchir, c'est la durée de la cure thermale. Jusqu'à présent, en effet, le curiste doit s'adapter à la durée de la cure thermale qui est en effet de 21 jours, c'est-à-dire 18 jours de cure effective. D'ailleurs, cette chose est assez étonnante lorsque, en 1727 et 1728, la reine d'Espagne est venue prendre les eaux à Cambo-les-Bains, qui s'appelait Cambo à l'époque. Eh bien, elle est venue très précisément dans ces 2 séjours pendant 21 jours. C'est donc quelque chose d'expérimental qui est assez intéressant. Mais je pense que peut-être à l'avenir, il faudra plutôt que ce soit la cure qui s'adapte aux exigences et au mode de vie des curistes. Aujourd'hui, nous ne vivons pas de la même façon qu'autrefois, nous avons des rythmes différents, et si nous voulons conquérir des clientèles nouvelles, et notamment des clientèles plus jeunes, peut-être il faut réfléchir à la durée de la cure ou à des modes de durée qui pourraient être temporaires, 8 jours, 15 jours, renouvelables. C'est quelque chose sur lequel il doit être réfléchi. Enfin, pour ne pas être trop long, en effet, je rejoins tout à fait Jean-Yves Goulbel. Un député, c'est quelqu'un qui vote le budget de l'État et qui donc est sensible à l'argent public, qui doit être sensible à l'argent public. Et cette question du service médical rendu qui nous a agité il y a précisément 1 an, ça doit être quelque chose qui doit être beaucoup plus solide, beaucoup plus affermi. Et justement, il y a eu énormément d'études qui ont été faites par la FRET. 15 millions d'euros depuis 2004 ont été dépensés par les établissements thermaux pour prouver ce service médical rendu. Mais je crois qu'il faut dépasser cela. Il ne faut pas travailler uniquement avec des universitaires, mais bien avec des universités, c'est-à-dire des entités juridiques. Et ce projet de GIP, je le vois d'un très bon œil parce que ça va permettre de régler définitivement cette question.
Parce que nous savons bien qu'il y aura toujours un député qui, à la demande de Bercy, au moment de l'examen des lois de finances, soulèvera la question du service médical rendu qui fragilise véritablement l'activité thermale. Donc je pense qu'il faut véritablement mettre ça sur la table et examiner cette question avec beaucoup d'attention pour pouvoir assurer le développement et l'avenir du thermalisme à la française, qui est une spécificité par rapport à d'autres activités thermales dans d'autres pays européens, et nous y sommes évidemment très attachés. Je vous remercie. Merci Vincent Grue. Alors, merci surtout d'avoir resitué le contexte du groupe d'études, parce que ça, je pense que c'est important, et tout le monde ne maîtrisait peut-être pas le champ d'application de ce groupe d'études des députés, d'avoir recentré cette notion de veille juridique, je pense, qui est importante, et puis cette notion de préparer l'avenir, de préparer demain, c'est le sujet du colloque d'aujourd'hui, et je pense que vous avez posé des bonnes questions. La prévention, on va en parler cet après-midi. L'activité sportive, je crois que là aussi, vous avez œuvré dans le domaine, ce domaine de réparation, d'accompagnement peut-être, des soins. Et puis cette troisième question, je pense qu'il va revenir dans la journée, c'est de réfléchir sur ce mode de cure, ce mode de temps de cure, en fait, ou d'autres secteurs parallèles au thermalisme, comme on peut parler de la thalasso, qui était, il y a de ça 25-30 ans, sur des modèles forcément de cure de 8 jours, 10 jours. Ils ne sont plus du tout là-dedans, voilà. Et ils ont capté une nouvelle clientèle en faisant des séjours, comme vous dites, avec des nouveaux modes de consommation, des fois un peu fast-food, qu'on n'a pas forcément envie de privilégier, mais qui sont des 2-3 jours, et on a une nouvelle clientèle qui arrive, peut-être plus jeune, peut-être avec des activités voilà, diverses et variées. Alors, merci pour tout ça. Je vais passer la parole à Dominique Bourgeois. Madame Bourgeois, mes excuses de ne pas vous avoir fait passer en priorité, parce que vous êtes ce qui est la partie féminine de cette table ronde, et on n'a pas la parité, là. Désolé, on n'a pas arrivé à... Alors, je voudrais rappeler que vous êtes directrice adjointe de la protection de la santé et de l'autonomie à l'ARS, à l'Agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine. Alors, Madame Bourgeois, en tant que représentant, j'allais dire, sur le terrain de l'application de la politique de santé, quels sont les enjeux que vous identifiez, quels sont les enjeux prioritaires pour l'ARS dans ce nouveau thermalisme, ou dans ce thermalisme qui va se transformer et qui va aller voir demain ce qu'il est en droit de faire et de découvrir. Merci de me donner la parole. Donc, je vais essayer d'y répondre au nom du directeur général de l'Agence régionale de santé, Benoît Elbaude. Merci, mesdames et messieurs, parce que j'ai vu qu'il y avait des dames aussi élues, et mesdames et messieurs qui participaient donc à ce colloque. Effectivement, vous l'avez dit, je pense tous les deux déjà préalablement, l'enjeu c'est quand même celui de la prévention. Donc moi j'œuvre dans une direction au niveau régional sur l'ensemble des 12 départements sur la politique de promotion de la santé et de prévention, mais aussi sur le secteur médico-social, personnes âgées, handicap. Et donc cette vision transversale finalement qu'a voulu le directeur général, c'est d'une part prendre les personnes dans le cadre de leur vie, autour de leurs déterminants de santé, et essayer finalement de continuer à les maintenir le plus longtemps possible en bonne santé. Donc ce qu'on regarde à l'ARS, et c'est peut-être cette activité-là qui est la plus connue, c'est le contrôle sanitaire de l'eau et des eaux thermales. Voilà, donc c'est un aspect qui est réglementaire et effectivement qui a permis, notamment dans cette région, mais j'ai regardé à peu près 90 villes en France, voilà, ont une ou plusieurs stations thermales, donc les Landes, qui comptent quand même 17 stations thermales, peut-être plus, voilà. Mais est quand même un département effectivement qui est particulièrement concerné, mais on en a d'autres. Alors moi j'ai exercé dans l'ex-Limousin où je connaissais Vaux-les-Bains, voilà, d'autres structures. Ce matin finalement avec le rappel de l'historique qui était très intéressant il me semble, et puis
le côté gallo-romain. Finalement, moi, je suis pharmacienne de formation initiale, donc c'est quand même un sujet auquel je me suis aussi intéressée à titre personnel. Et en étant de Toulouse, maintenant que je sais qu'il y a un architecte voilà, qui a fait des maisons ici, et c'est le même qui a fait la salle des illustres à la mairie de Toulouse, voilà, je suis comblée. Donc ça, c'était la petite parenthèse. Pour la prévention, nous, finalement, ce qu'on prône, et vous l'avez dit, c'est ce qu'on appelle les actions probantes, c'est-à-dire des actions efficaces, ou en tout cas dont on va pouvoir mesurer et évaluer l'efficacité. Alors, le thermalisme, avec cette notion d'eau à visée thérapeutique, hein, quand même l'origine du thermalisme, c'était bien aussi boire de l'eau dont les propriétés ont été, au fil de l'eau, c'est le cas de le dire, reconnues. Donc, vous avez évoqué effectivement à la fois un groupe peut-être interne de recherche, mais aussi l'ouverture vers l'université. Donc moi, j'étais moi-même formée par l'école des hautes études de santé publique de Rennes, donc je pense qu'il y a aussi des équipes de chercheurs qui pourraient s'y intéresser. Et au niveau local, en Nouvelle-Aquitaine, nous avons quand même l'ISPED, voilà, à Bordeaux, qui, sur l'aspect recherche, pourrait, je pense, nous aider à monter des études, en tout cas, et à essayer, comme vous l'avez dit pertinemment, de démontrer déjà l'efficacité. Nous, finalement, quand on regarde la prévention au sens large, quand les curistes viennent faire une cure thermale, quelle que soit la durée, finalement, on est plutôt dans la prévention secondaire. On est chez des personnes qui ont déclenché une pathologie, qui ont eu un accident quelconque, de la rhumatologie. Vous avez évoqué l'ouverture voilà, vers le suivi des femmes, par exemple, qui ont eu un cancer du sein. On n'est pas tout à fait, évidemment, dans la prévention primaire. Et c'est ce paradoxe, arriver à faire, il me semble, venir le thermalisme davantage vers la prévention primaire. Et vous évoquez depuis ce matin le sport. Moi, je mettrai une petite correction, c'est quand même l'activité physique. Hein. Et le sport en soi peut être rebutant. Hein, pour des personnes diabétiques, en surpoids, des personnes âgées. Déjà, le travail qu'on mène, nous, sur la personne âgée, c'est l'activité physique adaptée. Donc c'est peut-être marcher, c'est peut-être faire des activités douces, on va dire, et finalement ne pas rebuter sous le vocable sport des gens, même si je sais très bien que cet après-midi nous aurons voilà, les témoignages de sportifs. Il faut aussi penser au tout un chacun et finalement des gens qui vont peut-être venir en se disant « je maintiens ». Finalement ma bonne santé, même si tous les caractères qu'on attend ne sont pas là. Profiter de ces séjours pour aller vers le sevrage tabagique, vers la lutte contre les addictions, que ce soit la prise d'alcool, que ce soit les substances psychoactives. Aller aussi vers ce qu'on appelle, nous, l'éducation thérapeutique. Hein. Il y a quand même des choses qui sont peut-être pas très connues et qui sont connues des médecins généralistes qui prescrivent l'éducation thérapeutique, notamment contre les maladies respiratoires, l'asthme ou d'autres sujets, notamment le surpoids. Et on mène en Nouvelle-Aquitaine, voilà, avec l'aide de l'Union régionale des professionnels de santé et médecins, un projet qui s'appelle e-Impulse. Donc c'est une forme de coaching finalement des patients en surpoids mais sans comorbidité. Et donc on est plutôt sur des personnes qui quand même ont une qualité de vie normale, mais qui cherchent quand même à perdre du poids. Donc j'ai pensé, si vous voulez, en vous écoutant depuis ce matin et au fil des interventions, à tous ces sujets qui seraient peut-être importants d'interconnecter
Et l'application numérique qui nous a été présentée aussi, Thermassist, il me semble que dans les évolutions qu'on pourrait avoir, et ça peut être intéressant, et on le fera remonter avec mon collègue de la direction départementale des Landes auprès du directeur général, même en termes de financement, faire évoluer cette application pour amener par exemple les curistes ou les personnes en tout cas qui fréquenteront les thermes vers d'autres applications. Chez la personne âgée, on travaille sur, et le conseil en lien d'ailleurs avec le conseil régional, sur une application ICOP qui a été reconnue par l'Organisation mondiale de la santé maintenant, et donc le Gérontopole, voilà, au niveau de la Nouvelle-Aquitaine, travaille sur cette application qui est sur le repérage de la fragilité. Et dans les préconisations des personnes qui sont repérées les plus de 60 ans, on va dire, on préconise évidemment de l'activité physique, une manière de vivre, etc., des conseils nutritionnels ou autres, ou sur les addictions. Donc il me semble qu'on a aussi des programmes pour les plus jeunes, et vous l'avez évoqué, y compris des jeunes même étudiants, ados qui rentrent dans certaines addictions. Et c'est peut-être vers ce versant-là, peut-être par le numérique, parce qu'aujourd'hui c'est quand même un moyen moderne de diffuser de l'information, de faire que les personnes se parlent entre elles aussi, et connecter des secteurs dont le thermalisme c'est peut-être historiquement isolé, parce qu'il a gardé une image un peu désuète, qu'on est prêt, je pense, à tous les niveaux, et vous l'avez dit jusqu'à maintenant, et je pense que ça sera conforté par les autres intervenants. Il faut redonner voilà, de l'énergie à cette manière de faire, mais sur de la prévention primaire. Et il me semble que pour moi, et en tout cas pour nous à l'ARS, c'est aujourd'hui notre enjeu, et dans la mesure où on pourra démontrer l'efficacité et qu'on pourra dire qu'on évite des hospitalisations, derrière, on évite la prise médicamenteuse. Vous le savez, en France, on est les plus gros consommateurs de médicaments. Et ça, ce sont des indicateurs qu'on pourra suivre. Par exemple, la diminution des psychotropes, la diminution des médicaments voilà, pour dormir, des hypnotiques, la diminution d'autres drogues, je dirais, au sens large. Ça, on a des indicateurs aujourd'hui qu'on pourrait mesurer. Et c'est ça qui nous manque pour montrer que post-cure, quelque part, on a été efficace vraiment de manière objective. Et j'espère en tout cas que nous aurons, par les travaux à la fois parlementaires et la volonté d'Aurélien Rousseau, le ministre de la Santé et de la Prévention, comme vous l'avez bien, puisque quand même depuis... c'est la première fois que le ministère porte ce nom, et donc moi qui fais partie depuis 35 ans aussi des professionnels santé qui a beaucoup œuvré pour la prévention, j'en suis ravie, et il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas, et moi ce n'est pas l'aspect évidemment ni économique, ni peut-être culturel voilà, que je porte aujourd'hui, mais l'aspect santé et l'aspect prévention primaire au sens strict. Voilà. En tout cas, merci, je vous remercie de nous avoir donné la parole. Merci Dominique Bourgeois. Merci surtout d'avoir insisté sur ce côté prévention. C'est vrai que c'est la première fois qu'on a un ministre, et je pense que les professionnels du médical sont vraiment sensibles à ce petit côté qui a été rajouté à la santé, qui est la prévention. Et puis merci aussi, vous avez introduit ma table ronde de cet après-midi, d'avoir peut-être parlé d'activité physique et pas de sport, et je pense qu'on en parlera cet après-midi, c'est important. Alors je vais passer la parole, parce que dans l'animation de la filière économique, et au vu de tout ce qu'on a parlé pour l'instant, il y a deux personnes à qui je vais devoir passer la parole, qui sont Jean-François Véraud et Thierry Dubois. Alors tout d'abord, je vais passer la parole à Jean-François, j'avais envie de lui dire, alors président de la Fédération thermale et climatique française, voilà, j'avais envie de lui poser la question, quelles sont pour lui les grandes différences entre le thermalisme d'avant et le thermalisme d'aujourd'hui, et peut-être celui de demain, et comment il peut nous expliquer comment les villes thermales intègrent le nouveau concept porté par l'Association nationale des maires des communes thermales, qui est ville d'eau, ville de bien-être. Voilà, à toi Jean-François. Bon,
Il a plein de choses à dire, il a beaucoup de notes. Alors, juste une chose, il faut vous écourtier, parce que sinon on va prendre un retard démentiel. Donc, allez-y, mais vite. Merci. Bon, alors, on va justifier quand même le voyage depuis Paris. Je stresse, oui, bien sûr. Pour venir ici, et je voudrais remercier bien sûr Julien Bazus, et un maire très très dynamique. Et je pense que le débat aujourd'hui qui est lancé sur les défis du thermalisme de demain est passionnant. Il est passionnant. Alors, les pistes qui sont ouvertes, qui ont été ouvertes déjà par mes prédécesseurs à cette tribune, sont tous porteurs d'espoir pour l'avenir, parce que on vient, c'est vrai, de traverser une période très difficile avec le post-Covid, et on voit bien qu'après 4 années de post-Covid, on est dans une situation qui n'est pas encore réglée, c'est-à-dire qu'on est encore loin d'avoir retrouvé le niveau de 2019. Et donc, je laisserai le président Dubois parler des chiffres du thermalisme tout à l'heure, mais enfin, bon, on voit bien en tous les cas, jusqu'aux chiffres que nous connaissons, c'est jusqu'en 2022, on voit bien que le rebond a été très différent pour certaines stations et pour d'autres stations. Il y en a qui ont très bien rebondi, qui sont sur la pente montante et qui vont, on espère bien, retrouver rapidement les niveaux d'avant. Mais il y en a dont ce n'est pas du tout le cas. J'ai dénombré plus d'une trentaine de stations qui, après 4 ans, sont toujours encore entre moins 30 et moins 40%. Il faut être lucide, il faut regarder les chiffres. Disons, là-dessus, je suis preneur d'un débat, il faudra de toute façon avoir, parce qu'il faut bien essayer de voir comment on va accompagner certaines stations. Et d'ailleurs, sur ce point, je vous invite à visiter sur le site de la Fédération, www.fédérationthermale.org, une étude intéressante qu'on a fait l'année dernière sur la typologie des stations. Parce qu'effectivement, on voit bien que quand on parle du thermalisme français, on ne peut pas agglomérer toutes les stations. Il y a des stations qui se ressemblent, d'autres qui n'ont aucun point commun entre elles. Bon, donc, allez, on va prendre un exemple. Evian, par exemple, une station qui se développe magnifiquement, avec des hôtels 5 étoiles. Ils reçoivent des curistes du monde entier. Ils ont des Suisses à côté. Le tourisme marche très fort, le thermalisme, il n'y en a plus, pratiquement. Bon, alors, il y a des extrêmes comme ça. Il y a d'autres stations qui, au contraire, n'ont toujours que le thermalisme et très peu de tourisme. Mais ça vaut le coup d'être analysé. Et je pense que ce rebond, il faudra l'analyser si on veut bien préparer l'avenir, qui est quand même la question du jour. Alors, le débat, il va être très riche, il va se poursuivre cet après-midi. Mais moi, je vais laisser aux médecins le soin de parler de médecine, aux établissements le soin de parler de l'avenir du thermalisme et de sa diversification. Je voudrais aborder un sujet qui me semble tout aussi important. Parce qu'un établissement thermal, il n'est pas comme ça n'importe où, à la campagne, il est dans une ville thermale. Et dans une ville thermale, il y a un certain nombre de contraintes pour la commune et qui sont là pour améliorer le cadre de vie de la station, les accueillir. Et je voudrais commencer par un sujet, vous allez voir, qui va être très très compliqué en termes de défis pour les années à venir, et qui est actuellement, qui va être en discussion bientôt, donc je me tourne aussi vers mon ami Vincent Breu, c'est le problème de l'attrition des résidences principales en zone touristique. Alors voilà un sujet qui... alors je vous rappelle que c'est les Corses qui ont lancé ce débat. Et on l'a étendu à tout le territoire national. Alors je vais essayer d'être court, mais juste pour que vous compreniez bien, l'État, qui certainement est à la recherche de trouver quelques subsides supplémentaires, envisage de supprimer l'abattement fiscal qui aujourd'hui était de 71% pour les meubles classés, avec un chiffre d'affaires à 188 000. Bon, certes, déjà un chiffre d'affaires conséquent, mais l'abattement fiscal tel qu'il existait était très incitatif quand il s'est agi justement d'inciter les propriétaires à investir et à proposer à nos curistes des hébergements de qualité qui sont aujourd'hui, on le sait bien, l'objet d'une forte demande. Alors, il faut savoir que si on est en discussion, on s'est groupé avec l'association des élus de la montagne en particulier, qui a un peu la même problématique. Parce que chez nous, on a une majorité de studios. Bon, dans les stations de montagne, c'est pareil, les studios cabines pour le ski, c'est un peu la même logique. Alors, si demain matin on décourage les propriétaires à louer parce que fiscalement ça deviendra intenable, c'est pas pour autant qu'ils vont les transformer en résidence principale.
Parce que franchement, louer à l'année un studio cabine en montagne ou un studio d'une station thermale, j'en vois pas l'intérêt. Et ils ne le feront pas. Alors qu'est-ce qu'ils risquent de faire? Ils vont vendre. Beaucoup d'entre eux vont dire, bon, de toute façon, on ne veut pas louer à l'année. Parce qu'à l'année, quand on met un locataire, on ne peut plus le sortir. Les lois sont faites pour eux, même pour les squats qui sont chez eux très rapidement. Ils changent les serrures, ils ne payent pas leur loyer. Là, je pousse le bouchon un peu loin. Mais n'empêche qu'on risque d'avoir deux phénomènes, effectivement. C'est qu'ils se tournent vers autre chose et qu'ils décident de vendre. Alors, s'ils vendent leurs appartements demain matin, où est-ce qu'on met nos curistes? On est en train d'essayer d'imaginer l'avenir. Comment on va régler ce problème? Alors, on bataille ferme, mais je compte sur toi, mon cher Vincent, pour sensibiliser tes collègues. Il ne faut pas qu'on fasse n'importe quoi à toute vitesse. Il ne faut pas, sous prétexte qu'on veut améliorer le nombre de résidences principales dans nos stations, qu'il faut se couper de ce qui est aujourd'hui extrêmement important, c'est l'offre. Les curistes, il faut bien les loger. Si demain matin on dit mais il faut faire des résidences principales, alors on oublie que c'est le nerf de la guerre demain matin si on ne peut pas mettre nos curistes. Donc j'insiste, il faut vraiment se battre et pas dans la précipitation faire adopter un projet de loi qui pourrait être assez catastrophique pour notre avenir. Voilà. Alors, bon, les propositions, on en fait, on discute, en particulier peut-être baisser le plafond, il est un peu élevé, on pourrait le passer à 77 000, qui est en fait le même que pour ceux qui sont origine du micro-BIC. Bon, on a plusieurs pistes, mais en tous les cas, le supprimer ou le passer à 40%, ça serait une erreur. Bon, il y a d'autres points qui sont du ressort des communes, si on veut préparer l'avenir. C'est le problème de nos petits établissements qui sont en difficulté. On sait que aujourd'hui, le thermalisme, à 80% maintenant, ce sont les privés qui le gèrent. Les communes n'ont conservé qu'environ 20% des établissements en régie municipale. Pour autant, on se rend bien compte que le rebond ne s'est pas bien passé. Que là aussi, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, il va falloir le regarder de près et s'intéresser à ces établissements qui sont en difficulté en zone de montagne. Ça fait d'ailleurs partie des pistes que Jean-Yves Dougbel a proposé au gouvernement, c'est comment on accompagne ces stations en difficulté. Ensuite, alors, il y a le sujet de l'eau minérale. Les écolos se sont lancés à bras raccourcis contre l'eau minérale que nous gaspillons pour, n'est-ce pas, dans les stations thermales, c'est ce qu'ils disent. Hein. Et je pense que là aussi, toujours grâce à Jean-Yves, il nous a accompagnés au ministère de l'Environnement, avec Thierry Dubois, le CNET, bien évidemment, où nous avons discuté de ce problème. Parce que il était question, il serait question, compte tenu de la sécheresse, compte tenu du changement climatique, que des mesures de restriction qu'on envisage de prendre dans les zones où cela se justifie pourraient aussi être prises pour l'eau minérale. Bon, là, je pense qu'il y a... Thierry en parlera tout à l'heure certainement, il y a le problème, effectivement, on doit présenter une charte de bonne conduite, c'est-à-dire s'engager à limiter nos prélèvements, mais surtout faire valoir que cette eau minérale, c'est une source de santé. Et la santé, c'est quelque chose qui est prioritaire. Hein, et je pense que ça, il faut qu'on l'ajoute, de façon à ce que, définitivement, on soit tranquille. Alors j'en parle parce que dans 80% des cas, les sources thermales sont détenues par les communes. Donc je reste toujours dans mon sujet, c'est-à-dire essayer de voir comment les communes préparent l'avenir. Mais déjà, elles bataillent aussi pour préserver leurs sources. Alors, il y a un autre sujet, ce sera le dernier, c'est celui du patrimoine thermal. C'est aussi dans la mission de Jean-Yves Dougbel présentée au gouvernement. Je pense que le patrimoine est quelque chose de très important, puisque c'est un atout qui est intemporel et qui permet aux stations, en fait, d'améliorer leur attractivité en mettant en valeur ce patrimoine, et qui est quand même l'identité des stations thermales. Et donc, il faut absolument que les maires veillent à la qualité de leur patrimoine, à l'animation de ce patrimoine aussi. Et bon, c'est aussi une voie sur laquelle nos élus travaillent, et en tous les cas, on l'abordera aussi à notre congrès. Je termine là-dessus. N'oubliez pas que nous avons notre congrès à Nancy les 8, 9, 10 novembre prochains. On espère vous y retrouver tous. Merci de votre attention. Merci Jean-François.
Merci d'avoir amorcé le congrès de Nancy, c'est très bien de faire sa pub, c'est très bien, mais on le rappellera dans la journée. Je pense que tout le monde, tous les participants ici seront à Nancy. Merci aussi d'avoir fait court, Jean-François. C'est pas dans tes habitudes, mais c'est une merveille. Non, c'est bien, on progresse. Je vais essayer de faire court moi aussi, parce que c'est pas non plus dans mes habitudes. Alors Thierry Dubois, maintenant, en parallèle de tout ce que vient de nous évoquer Jean-François, vous représentez plutôt le thermalisme médical. Comment peut-on envisager l'avenir de la médecine thermale? Quid des recherches qui sont menées ces dernières années et qui ont impacté énormément la filière? Et quels sont, que peut-on envisager dans les nouvelles orientations, les nouveaux soins ou les nouveautés à apporter au thermalisme? Merci. Tout d'abord, je voudrais dire quelques mots de remerciement à Julien Bazius, le maire de cette commune, lui dire que je suis très heureux d'être là, parce que j'ai un peu d'ancienneté dans le thermalisme, et j'ai vu la naissance et le développement de cette commune thermale, qui est une formidable réussite. Je voudrais également remercier deux autres personnes qui nous aident énormément. C'est bien sûr Jean-Luc Coupel, mais aussi Vincent Bru. Et pas que, parce que tu es entouré de députés. Et je dois dire que nous travaillons en très étroite collaboration avec ces personnes et ceux qu'ils représentent. Et que pour nous, c'est indispensable, car si nous ne les avons pas, je suis à peu près certain que le thermalisme tel qu'il est aujourd'hui en France ne serait pas ce qu'il est. C'est-à-dire que je crains que nous ayons des problèmes avec le maintien du remboursement, qu'il soit dégradé ou voire supprimé. Et je tenais officiellement à les remercier pour le travail qu'ils effectuent. Alors maintenant que je vous ai dit ça, je vais rentrer dans le sujet que vous m'avez posé, mais je pense qu'il était important de le rappeler. Le thermalisme mondial, ce que je voudrais vous dire, parce que je suis également président du syndicat européen du thermalisme, pour ceux qui ne le connaissent pas, et maintenant je connais très très bien ce qui se passe en Europe et dans certains pays du monde. Donc le thermalisme mondial connaît depuis une quinzaine d'années une croissance supérieure à 10%. Ceci malheureusement a été stoppé très brutalement par la pandémie que nous avons subie en début 2020 et qui a énormément perturbé aussi l'année 2021. Tous les pays européens ont été excessivement touchés par cette crise et tous sont encore plus ou moins en souffrance. Alors, en France, le thermalisme a été sauvé, je le dis bien, et je suis content de le rappeler, grâce aux très importantes aides que nous avons pu obtenir, et je remercie tous les hommes politiques qui nous ont aidés pour cela, car je crains autrement qu'un certain nombre d'établissements ne seraient plus sur la carte de l'offre de soins aujourd'hui. Ceci étant dit, ça, c'est le côté un peu négatif, mais il faut voir toujours le verre à moitié plein, parce que le verre à moitié vide, ce sont des gens qui ont un fonctionnement dépressif, donc voyons l'avenir avec optimisme. Donc, il prêche pour sa station. Ben oui. Pas du tout. Mais c'est un fonctionnement qu'un chef d'entreprise doit avoir. Il faut avoir un moral de gagnant et non pas un moral de perdant. Bien. Alors maintenant, ce que je voulais vous dire, c'est que la vie moderne, la pandémie a considérablement modifié notre approche de style de vie au point de vue de nos concitoyens. Il est apparu une nouvelle aspiration, c'est-à-dire de vivre avec une vie de meilleure qualité et vivre le plus longtemps possible en bonne santé. Ça, c'est un premier point. Alors, à contrario, qu'est-ce que l'on remarque? On remarque que les Françaises et les Français, surtout les plus jeunes, sont moins intéressés par leur investissement dans le travail. Ça, c'est une corrélation, mais c'est comme ça. Et ça, je ne vais pas rentrer dans le sujet, mais j'aurai plein d'exemples à vous donner. Alors, qu'est-ce qui apparaît? De nouvelles pathologies. De nouvelles pathologies qui sont des pathologies, disons, pour lesquelles le thermalisme est très très bien placé pour les prendre en charge. Alors, moi ce que je souhaite, maintenant que j'ai fait ce constat,
vous dire que le thermalisme de futur, il peut travailler sur 3 axes. Le premier, vers davantage de médical. Et je suis convaincu que le thermalisme peut faire plus que ce qu'il fait aujourd'hui. Comment? En développant des nouvelles prises en charge, en se diversifiant pour répondre à l'évolution de toutes ces nouvelles pathologies. Troisièmement, et ça c'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur, parce que ça se produit déjà dans un très grand nombre de pays européens, c'est que le thermalisme puisse faire de la rééducation et de la réadaptation fonctionnelle ambulatoire en s'intégrant sur l'offre de soins des territoires où ils sont placés. Nous sommes en discussion, M. Loupel le sait, mais nous sommes en discussion très fortement avec la CNAM, qui est notre correspondant pour la négociation en relation avec le ministère de la Santé. C'est quelque chose que nous souhaitons absolument obtenir, qui marche très bien dans des pays d'Europe de l'Est et certains pays d'Europe du Nord. Nous avons les moyens de le faire, aussi bien sur les plateaux techniques que sur les moyens humains. Il y aurait des petites adaptations à faire, et nous sommes convaincus que là, il y a quelque chose de très fort à faire. Ensuite, si vous voulez, moi ce que je souhaite, c'est que le thermalisme soit enfin considéré comme un véritable acteur de santé par rapport aux orientations qu'il peut prendre en charge, les actuelles et les futures, et qu'il soit incontournable et qu'il ne soit plus discuté, donc davantage de thermalisme médical. Deuxième axe de développement, un axe qui pour moi est très important, je ne vais pas rentrer beaucoup dedans puisque ça a été déjà beaucoup abordé, c'est un thermalisme de prévention et de court séjour. Et également qui peut être tourné vers du bien-être, mais pour moi c'est un bien-être tourné vers la prévention et non pas uniquement un bien-être uniquement ludique. Pourquoi? Parce que 3 semaines de cure c'est long. On a parlé des formats, et c'est vrai. Mais il faut être vigilant, parce que diminuer les formats, il faut garder une efficacité médicale. Et tant que nous n'avons pas la preuve qu'une cure de 10 jours ou de 15 jours est aussi efficace qu'une cure thermale, il faut faire attention. La France est considérée internationalement, je vous le dis, je vous le promets, hein, c'est pas pour vous faire plaisir, est considérée comme le pays qui a un thermalisme médical le plus pointu aujourd'hui dans le monde. Et c'est pour ça que nous sommes considérablement invités dans un certain nombre de congrès internationaux pour porter la parole du thermalisme médical. Donc, un thermalisme de plus court, de prévention, mais aussi un thermalisme que je pourrais appeler de découverte pour une plus jeune génération, c'est-à-dire des Françaises et des Français qui n'ont pas le temps de venir 3 semaines en cure, qui considèrent que le thermalisme c'est pour les vieux, les 60 ans et plus, dont je fais d'ailleurs partie, apprenons-les à venir dans nos stations pour découvrir, et quand malheureusement ils auront des pathologies qui les feront souffrir parce que leur style de vie n'auront pas mis assez en adéquation ce qu'on leur a appris sur des mini-cures ou des mini-séjours, ils connaîtront le thermalisme et ils n'hésiteront pas à venir dans nos stations. Et puis, ce que je voudrais vous dire également, c'est, moi je suis quand même très surpris. Alors, Jean-François, tu as parlé de l'exemple d'Évian, mais il n'y a pas beaucoup de stations comme Évian en France. S'il y en a, il y en a moins de 5 à mon avis qui peuvent accueillir actuellement une vraie clientèle internationale en quantité importante. C'est le développement de la clientèle internationale, car dans beaucoup de pays européens, ceci se fait, ça marche. Alors, on a des inconvénients. On a des inconvénients, je vais vous les dire, c'est que dans les pays d'Europe de l'Est, les prix sont beaucoup moins élevés. Donc beaucoup de gens y vont pour des intérêts économiques.
parce que quand vous allez faire une cure de 8 jours ou 15 jours, où vous payez 100% de vos dépenses, et que vous êtes dans des hôtels 4 étoiles à moins de 100 € la journée en pension complète, la France, on aura du mal à offrir une prestation comme celle-là. Deuxièmement, c'est la localisation des stations par rapport aux moyens d'accès à la station. Parce que pour une clientèle internationale, il faut absolument que vous ayez des aéroports qui ne soient pas trop loin, des gares SNCF avec des trains à grande vitesse qui soient desservis tout près de la station. Donc, bon, il y a des problèmes à régler. Et dernier point, c'est d'avoir l'équipement hôtelier adapté aux besoins de cette clientèle. Mais c'est une réflexion pour un thermalisme de futur. Et puis, je ne voudrais pas être trop bavard, mais j'aurais plein de choses à dire. Je voudrais conclure. Pour moi, il y a quelque chose qui me tient particulièrement à cœur, c'est le statut du thermalisme. Car aujourd'hui, le statut du thermalisme, nous sommes considérés dans les soins de vie. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, et nous travaillons. Le CNET, nous en avons parlé d'ailleurs à Jean-Yves Coupel, nous en avons parlé à Vincent Bru, on en a parlé à d'autres personnes influentes de ce pays. Nous travaillons sur un projet d'amendement pour intégrer le thermalisme dans la 6e partie du Code de la santé publique, dans le chapitre établissement et services de santé. Alors, je voudrais dire 2 petits points complémentaires. Voilà un peu ce que je voulais dire, mais je voudrais répondre à 2 petites interrogations qui m'ont été faites. La première, c'est sur le chiffre que tu as donné, mon cher Jean-François. On n'est pas tout à fait d'accord. On est beaucoup moins pessimiste sur le nombre de stations. Alors, je ne l'ai pas en tête parce que je ne savais pas que tu l'avais dit, mais je pense qu'il faudra qu'on rapproche nos chiffres parce qu'il y a moins de 30% de stations, à notre avis, qui sont en aussi grande difficulté. Deuxième point que je voulais vous dire, le taux d'activité du thermalisme actuellement, tel qu'il est prévu à fin juillet, suite à un questionnaire, d'ailleurs, je pense que vous l'avez reçu maintenant, Jean-Yves, vous allez le recevoir, c'est imminent, c'est moins 15%, avec une marge d'erreur d'un ou 2 points, mais c'est moins 15%, avec des écarts très importants. Il y a des stations à moins 30 et il y a des stations inférieures à moins 10. Voilà. Et dernier point, ce que je voudrais dire, c'est pour la représentante de l'ARS. Madame, vous avez parlé du projet ICOP, et vous ne le savez peut-être pas, mais dans la convention thermale que nous avons renégociée à la fin de l'année dernière, nous avons la possibilité maintenant, on est actuellement en train de travailler sur les mesures d'accompagnement, la détection de la fragilité dans les cures thermales, malheureusement que pour les personnes de plus de 70 ans, nous on voulait 60 ans, et la CNAM n'a pas voulu. C'est quelque chose qui nous est accordé et qui va être mis en place, j'espère, pour la saison 2024. C'est une information que je voulais vous apporter. Je vous remercie. Alors merci à Thierry Dubois, donc président du CNED, et puis mes excuses Thierry, parce que je n'avais pas présenté votre casquette européenne, et ça je pense que c'est important, parce que ça montre qu'on va voir ailleurs ce qui se passe, et qu'on prend des idées, et qu'on fait valoir le thermalisme français. Puis merci d'avoir développé ces 3 axes prioritaires. Alors, le dernier à prendre la parole, c'est le professeur Frédéric Baudouin. Merci d'être présent déjà. Et puis je crois que ce que vous représentez effectivement, donc en tant que directeur de l'Institut du thermalisme, c'est la formation. Et j'avais envie de dire, les besoins en formation, on sait que c'est le nerf de la guerre. Si on ne forme pas les générations qui arrivent, ben demain le thermalisme ne se transformera pas, ne vivra pas peut-être d'une bonne santé. Alors quels sont comment appréhendez-vous les nouveaux métiers du thermalisme au niveau de la formation, et que pouvez-vous nous en dire? Merci beaucoup pour cette invitation. Si vous le permettez, j'aimerais remonter aussi au niveau de la santé, puisque je pars en tant que médecin hospitalier également. Et je voulais parler de 2 volets. Le volet de la santé publique, parce que nous pensons, pour une majorité de professionnels de santé, que le thermalisme, la médecine thermale, doit s'insérer de plus en plus dans notre système de santé publique. Et deuxièmement, dans la formation, effectivement. Alors, en ce qui concerne la santé publique, ben, on en a déjà parlé. Donc le thermalisme, c'est une médecine qu'on peut considérer comme complémentaire. Il faut bien se situer, c'est une médecine complémentaire. On a la chance d'avoir une médecine extrêmement efficace pour des pathologies très importantes, qui sont les maladies cardiovasculaires, les pathologies malignes, pardon.
Et donc, on a besoin, à côté de cette médecine ultra-technique, d'une médecine qui va apporter des bénéfices en termes de qualité de vie, pour récupérer des séquelles des traitements, pour retrouver une vie normale. Et ça, en France, on est très fort sur la médecine curative, mais sur la médecine de récupération, de réadaptation et sur la prévention, on a vraiment un tendon d'Achille extrêmement marqué. Donc, on pense que les centres de cure pourraient devenir des rendez-vous de santé publique. Il y a des professionnels de santé, il y a des compétences, il y a un milieu apaisant. On n'est plus à l'hôpital, les gens ne veulent plus aller à l'hôpital. Les gens qui ont des maladies chroniques, ils veulent quelque chose d'autre. Il n'y a plus de médecins traitants non plus, il faut bien considérer ça. Or, on vient de le voir, beaucoup de centres de cure sont dans des territoires ruraux et on peut donc par ce même apporter la santé aux gens qui en sont les plus démunis, parce que c'est dans ces territoires-là qu'il y a une désertification médicale. Donc on peut donner aussi une réponse à la désertification médicale. Donc il y a des éléments de ce côté-là extraordinaires à saisir. Donc une cure thermale, effectivement, ça a une dimension stéréotypée. 21 jours, bon, on ne va pas détailler pourquoi les 21 jours, mais effectivement, il faudrait faire de la médecine personnalisée, qu'on fait de plus en plus, par exemple dans les cancers, on fait des traitements maintenant, qui ne sont pas des chimiothérapies qu'on faisait il y a 20 ans, pour tout le monde la même chose, mais adapter peut-être le profil de cure au patient et à sa pathologie. Ça, c'est le premier point. Ensuite, on prend des gens qui ont déjà des maladies chroniques. Mais effectivement, je vous rejoins, il faut qu'on attire, et ça peut être des jeunes, des gens très jeunes, qu'on les attire vers la prévention, les comportements. La cure thermale, c'est le matin, les soins, l'après-midi, c'est libre. On peut faire de l'éducation thérapeutique, on peut faire de l'initiation à l'activité physique, de la sensibilisation à la nutrition, au sommeil. On a, tout ça, on a des idées, on fait travailler des étudiants sur notre DU, dont je vais vous parler après sur le volet information. Donc il y a un espace, si vous voulez, fantastique. Et je pense que la santé publique française gagnerait à saisir cet outil qui est vraiment sous-utilisé. Et je rejoins M. Dubois en disant que pour aller dans ce sens-là, il faudrait vraiment qu'il y ait un statut qui se rapproche du statut des établissements de santé. Parce que sinon, on ne voit pas comment, avec le statut actuel, on pourrait aller plus loin dans cette prise en charge. Alors ça, c'est le volet purement médical. Ensuite, il y a le volet formation. Le volet formation, il y a des déficits en médecins, on sait en France, en particulier médecins généralistes, et il y a bien sûr encore plus des déficits en médecins thermaux, mais aussi dans d'autres professions, on va en parler. Les kinés, par exemple, qui désertent un petit peu le milieu thermal et surtout qui ne veulent plus faire certains actes fondamentaux de la médecine thermale, qui est le massage. Donc nous, on a à l'Institut de thermalisme donc, des volets de formation qui s'intéressent à plusieurs métiers de la filière thermale, donc qui vont du métier de médecin thermal. Alors, vous l'avez précisé, ce n'est pas une spécialité. Il y a des médecins thermaux qui officient en tant que médecin thermal, mais qui n'ont pas de formation complémentaire à leur diplôme initial. Mais il y a quand même, sous deux formes, soit un DU qui se fait en 1 an, soit une capacité qui se fait en 2 ans, la possibilité pour ces médecins d'acquérir des compétences supplémentaires pour effectuer leur travail au niveau du centre de cure. Et alors, là, je vais revenir un peu en arrière en vous disant que ces médecins thermaux, ce n'est pas seulement des médecins thermaux. On revient sur la notion de santé publique. Il y a 3 consultations, et étant donné le profil des patients de plus en plus qui n'ont pas de médecin traitant et qui n'ont pas un bon suivi, on peut avoir, à l'occasion de la médecine thermale, la détection de pathologies et vraiment un bénéfice très, très important. Et on a d'ailleurs une étude intéressante qu'on a fait faire à un étudiant, qui est un étudiant mûr, puisqu'il travaille à la caisse primaire d'assurance maladie, qui veut se convertir en médecin thermal. Vous voyez, donc il y a des vocations tardives. Et on lui a fait faire un travail. Il a un relevé d'un certain nombre d'individus qui sont très nombreux en Nouvelle-Aquitaine au niveau des cures thermales, et on a étudié la consommation médicamenteuse avant et après la cure. Donc on voit avec plaisir certains médicaments diminuer, comme par exemple les anti-inflammatoires, les antalgiques, et curieusement on a vu des médicaments augmenter. On a vu par exemple les antidiabétiques augmenter, et l'interprétation qu'on en fait, c'est que ces personnes-là, c'était des diabétiques en puissance qui n'avaient pas été détectés, ils font la cure thermale et ils sont pris en charge. Donc ça, on va essayer d'aller au bout de cette étude, mais ça, c'est dans la démonstration du rôle du thermalisme, c'est quelque chose d'extrêmement important. Alors, formation des médecins. Formation des médecins, il y avait un creux, il n'y avait pas de formation de médecins, il y avait très peu de médecins formés.
on a une augmentation de la courbe et on a des médecins, à la fois des médecins qui sont en reconversion, mais surtout des médecins en formation initiale, c'est très important, des médecins jeunes qui s'intéressent à la médecine thermale. Il y a un retour d'intérêt vers cette médecine thermale parce que la médecine biotechnologique, qui est certes efficace, c'est pas l'alpha et l'oméga de la médecine en général. Les médecins, les métiers divers du thermalisme comme les kinés. On est en train, avec Maxime Caffré ici présent, de proposer un diplôme intermédiaire entre les formations initiales et des formations licence professionnelle ou autre du thermalisme pour pallier le manque d'activités de massage en milieu thermal du fait de la désertification des kinés. Donc trouver une profession intermédiaire sous la responsabilité des kinés pour assurer ces services. Voilà. Donc vous voyez, il y a énormément de réflexions là-dessus à avoir sur le plan de la santé publique, sur le plan de la formation. On y travaille, nous, personnellement, à l'Institut. Et le dernier message que je voulais faire, c'est un message un petit peu de faire remonter une certaine crainte qu'on a, parce que c'est pas pour ça qu'on nous facilite la tâche. On est dans une période extrêmement difficile, les universités ont des budgets très réduits, et l'université de Bordeaux en particulier est un petit peu en péril au niveau financier. Et on a l'impression que ces derniers temps, on est un peu menacé, comme d'autres. Hein, on n'est pas... Et donc, on a des gens qui peuvent nous soutenir ici. Et donc, j'en profite pour faire un message disant qu'on veut travailler, on a produit des choses, on a un rôle important pour le territoire, pour les étudiants, pour la santé en général. Mais il faut que ce rôle soit vraiment soutenu et vraiment encouragé. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci, M. Baudet. Merci d'avoir été rapide et concret. Alors je voulais, pour ne pas prendre trop de temps, on va peut-être laisser la salle poser quelques questions. On a des micros baladeurs qui sont là. Je vais vous passer. Celui-là. Celui-là, ça va marcher. 1, 2. Qu'est-ce qu'il veut? Bonjour, docteur Sicher, rhumatologue, je suis médecin conseiller scientifique pour le groupe Thermado. Je voulais juste rappeler que, je ne vais pas anticiper sur la présentation de cet après-midi, mais l'étude FIET a bien confirmé le bienfait de l'éducation thérapeutique, et notamment chez ces patients qui ont entre 30 et 40 ans. Et à propos du cancer du sein aussi, on a démontré que les cures courtes en matière de post-cancer du sein était tout à fait bénéfique. Donc ça, c'est démontré aussi. Mais je pense qu'on n'en sortira pas si on ne propose pas de façon remboursée des cures courtes aux patientes. Je vous dis, en fibromyalgie, c'est 30-40 ans, cancer du sein, c'est à peu près pareil comme moyenne. Et donc, je pense que c'est plus qu'une réflexion. Je pense qu'il faut absolument obtenir un remboursement de cures courtes, mais je ne sais pas comment vous allez pouvoir le faire. Qui veut intervenir, peut-être M. Goudbel, M. Roy, non? Thierry Dubois? Pardon, ouais. Nous y réfléchissons beaucoup, et depuis plusieurs années. Alors, on en a déjà parlé avec l'assurance maladie, hein, sur le plan national. Alors, la première interrogation qui nous est faite, pourquoi pas, mais apportez-nous la preuve d'une équivalence d'efficacité médicale entre une cure de 3 semaines et une cure réduite. Alors, l'autre question qu'on peut aborder, docteur, c'est le fractionnement de la cure. Alors, cette question aussi a été abordée. Par exemple, faire pour les enfants en particulier, parce que les périodes de 3 semaines pour les enfants qui ont des problèmes majoritairement de voie respiratoire ou dermatologie, mais pas que, et c'est surtout ces deux orientations qui touchent une patientèle infantile. En dehors des vacances d'été, il n'y a pas de possibilité de faire 3 semaines de cure. Donc l'idée, ça serait par exemple que l'enfant puisse faire une semaine à Pâques et puis 15 jours au mois de juillet, au mois d'août. Ça aussi, c'est à l'étude, mais la réponse n'est pas encore donnée. Alors, si vous voulez, c'est un vrai sujet. Sachez que si un jour c'est accepté, ça ne sera accepté que si la preuve
de l'efficacité médicale d'une cure de 3 semaines avec une cure plus courte est apportée. Autrement, je crois que nous ne l'obtiendrons pas. Je ne sais pas, Jean-Yves Goudbel, si vous avez une idée sur la question, mais moi, c'est ce que j'ai cru comprendre de la part de notre tutelle. Alors, je fais toujours la même réponse. Je suis docteur, mais pas en médecine. Donc je ne me permettrai pas de marcher sur la plate-bande des collègues professeurs d'université ici présents. Simplement, sur la cure fractionnée, je crois, mais à vérifier, que c'est expérimenté actuellement à la Bourboule, qui est une station que nous avons fréquentée un certain nombre ici, qui est une station donc, pour les enfants, pour les jeunes, justement pour coller aux vacances scolaires. Sur la durée de la cure, c'est là où je dis je suis docteur mais pas en médecine, donc je ne me permettrai pas d'avoir une opinion dans une spécialité que je ne connais pas, mais c'est vrai qu'il y a des pays où la cure plus courte est pratiquée. Alors, je crois que c'est l'Italie. Et, pardon ? 2 semaines. 2 semaines. Alors, moi, je me pose simplement une question de profane dans cette affaire. Tout à l'heure, je vous ai dit, le modèle français, thermal, il est comme ça et comme ça, mais il n'est pas uniforme. Il y a des situations très différentes, et ça a été redit par un certain nombre d'entre vous. Mais je me dis que peut-être le patient aussi, il n'est pas uniforme. On va d'un patient à un autre, qui n'a pas le même âge, qui n'a pas le même capital santé, etc. Et c'est peut-être à partir de là qu'on peut précisément préconiser des cures plus courtes, vraisemblablement, en tout cas plus adaptées. Donc ça veut dire qu'il faut personnaliser, ça a été dit, au maximum tout cela. Et je crois que ça c'est important, alors avec répercussion sur le volet non pas santé mais économique. Si on veut attirer une nouvelle patientèle, une nouvelle clientèle qu'on voudra, plus jeune, parce que l'âge moyen de tourisme aujourd'hui en France c'est 64 ans, eh bien il faut arriver justement à offrir en termes de soins des séjours plus courts, parce qu'on sait bien que quelqu'un qui est en pleine activité professionnelle va avoir du mal à dégager 3 semaines pendant 3 années de suite, etc. Oui, un mot. Votre question est extrêmement pertinente parce que les personnes en oncologie qui ignoraient le thermalisme il y a encore peu, l'oncologie commence à s'intéresser. Et pour preuve, j'ai reçu, moi, il y a quelques jours, du CHU de Bordeaux, un document que l'on remet aux patients qui ont des parcours de cancer, et on inclut le thermalisme avec l'activité physique adaptée, etc. Et on m'a fait relire ce document. Donc il y a une demande qui va arriver. Et effectivement, il faut que scientifiquement, il y ait une réponse. Parce qu'on n'a pas de réponse spécifique là-dessus. Et je pense qu'il est important de mettre en place éventuellement des essais cliniques. Quelque chose qui pourra nous dire, voilà, il faut faire 15 jours, 3 semaines, ou il faut inclure ça et ça dans une cure. Effectivement, c'est très important. Thierry Dubois, puis peut-être Jean-François. Oui, on en discutait là avec Jean-François à l'aparté, je crois que c'est important. Je crois qu'il faut aussi introduire une donnée de modulation. C'est-à-dire que pour certains curistes, peut-être une cure de 2 semaines pourrait suffire, mais pour d'autres, il faut peut-être une cure de 4 semaines. Personnalisé. Personnalisé. Et ça doit être laissé à la prescription du médecin. Absolument. Oui, merci Thierry. Alors, je souscris complètement à ce que vient de dire Thierry, bien évidemment. Je voudrais juste, pour vous faire sourire, vous rappeler ce que me disait souvent mon prédécesseur à la fédération, Dr Korn. Il me disait, écoute, moi j'ai été médecin thermal pendant 35 ans, je ne connais pas une autre pathologie, une autre médecine que la médecine thermale, que le thermalisme, où on prescrit la même posologie, quelle que soit la nature de l'affection, quel que soit le stade de l'affection, quel que soit l'âge du patient. Il y a une seule pathologie, il y a une seule médecine, c'est le thermalisme. Donc là, je rejoins un petit peu ce que vous disiez, docteur, tout à l'heure. Je pense qu'effectivement, il faut que ça soit une réflexion conduite, mais il faut qu'elle le soit dans le cadre, évidemment, médical, c'est-à-dire qu'il faut prouver l'efficacité, c'est sûr, mais est-ce que la sécurité sociale ne pourrait pas s'appuyer sur les études conduites par nos amis italiens, puisque ça fait des années et des années qu'ils font des cures de 2 semaines, de 14 jours remboursés, ils ont forcément des travaux qui existent, et je pense qu'en tant que président
de l'instance donc de l'ISPA doit pouvoir obtenir ces travaux. Je ne vois pas pourquoi les Italiens ne seraient pas capables de produire des travaux aussi efficaces que les nôtres. Voilà. Allez, 2 mots à Vincent. Peut-être, voilà. Oui, pardon. Finalement, juste un compliment qui me vient voilà, suite à vos interventions. Peut-être que vous savez qu'à partir de 2024, le ministère prône finalement des bilans de prévention aux âges clés de la vie. Hein, donc ça va être 18-25 ans, 40-45 ans, 50-55 ans et à partir de au-delà de 75 ans. Et finalement, ça me donne l'idée aussi au décours de ces bilans, puisque finalement les kinés, les infirmiers, les pharmaciens, les médecins voilà, pourront faire ces consultations de prévention et qui vont être remboursées par l'assurance maladie. Il y a peut-être une voie d'entrée, en tout cas, pour être des ambassadeurs du thermalisme et voir ce que le thermalisme pourra apporter comme offre d'aval, quelque part, une fois qu'on aura repéré des gens qui auraient besoin de certains soins et de certaines cures. Et je rejoins tout à fait ce que vous venez de dire, hein. Peut-être démontrer en France, ou convaincre en tout cas que la durée du séjour et la médecine personnalisée, l'exemple du cancer est tout à fait adapté, hein, que ce soit l'immunothérapie, voilà, toutes les nouvelles modes d'accompagnement et de soins. Et c'est pour ça que tout à l'heure, j'ai plus pensé à le dire, mais il y a aussi des voies d'entrée avec des dispositifs existants et qui vont se développer pour, je dirais, voilà, redonner une image positive du thermalisme dans ce cadre-là. Voilà. Merci Dominique Bourgeois. Peut-être Vincent, oui. Oui, juste pour dire qu'effectivement, il faudrait plus de souplesse et d'adaptation au cas par cas, certainement. Mais l'essentiel, c'est quand même d'abord de dire qu'il y a peut-être des indications qui nécessiteront quand même 3 semaines, hein, et d'autres peut-être moins. Donc on ne peut pas faire une règle générale. Là où c'est possible, c'est souhaitable, bien évidemment. Et je pense que le GIP, le futur GIP, que l'on appelle de nos voeux, serait tout à fait à même, justement, de faire évoluer la réglementation en la matière dans un sens plus favorable. Merci. Est-ce qu'il y a encore une autre question? Puis après, on essaye d'aller... on donne la place à madame. On en parle cet après-midi ensemble. Merci. Alors, c'était Marianne Herreria, directrice des opérations de Thermadour. Alors, c'était pas vraiment une question, hein, mais ce que je voulais quand même dire, c'est que le thermalisme a l'opportunité, puisqu'il y a aujourd'hui 3 études qui sont menées sur le sevrage des benzodiazépines, sur les troubles de l'alimentation chez le sujet adolescent, et puis les post-cancers. Et donc là, c'est vraiment une opportunité pour nous, établissements thermaux, de démontrer qu'il s'agit d'une médecine moderne, d'une médecine de réhabilitation, puisqu'on est à la fois sur un séjour de 14 jours, on est à la fois sur une mixité, c'est-à-dire des soins thermaux, mais aussi des activités nutritionnelles, de l'activité physique, soutien psychologique, donc vraiment sur un accompagnement pluriprofessionnel, et avec des indicateurs, hein, puisque comme on est sur une expérimentation, il faudra démontrer l'utilité de cette cure. Et ce que l'on va mesurer en l'occurrence, c'est un retour à la vie normale avec la qualité du sommeil, la maîtrise, en tout cas pour le post-cancer, le retour à la vie professionnelle, et ça c'est important, et puis aussi la consommation des biens de santé, c'est-à-dire que après une cure de réhabilitation, quelle est la consommation des biens de santé, en médicaments, en professionnels de santé. Et donc je pense que là on a vraiment l'opportunité de démontrer que cette médecine elle a la capacité de s'adapter aux problèmes de santé d'aujourd'hui. Merci de cette remarque qui est très pertinente et je pense qui abonde dans dans tout le débat peut-être. Je veux juste dire, avec très peu d'effets indésirables, parce que la médecine moderne, elle est très efficace, mais elle a beaucoup d'effets indésirables. Là, on fait une étude aussi, parce qu'on le dit comme ça, il y a peu d'effets indésirables, nous, on le regarde de façon détaillée. C'est vrai qu'il y a peu d'effets indésirables, ils sont bénins en général, et c'est quelque chose, un point fort aussi du thermalisme. 0,19% de la consommation de biens de santé, c'est pas beaucoup. Pas d'effet indésirable, bon, et puis un potentiel au niveau de la santé publique, la prise en charge des maladies chroniques, enfin considérable. Donc je pense que là, vraiment,
pour le coup, c'est quelque chose qui vaut la peine d'être... Oui. Merci de cette précision qui est quand même d'importance. Est-ce qu'on peut clôturer pour vous...